Bien, Azz-Din Nuzhi. Alors, nous allons voir un cours de la mythocritique. C'est un cours du semestre 6, parcours littérature, études françaises. Bien, donc il s'agit d'une approche mythocritique appliquée à un roman de Zola qui s'intitule L'œuvre. Le plan du travail. Premièrement, nous allons voir quelques notions que vous connaissez déjà, mais quand même, je tiens à les revoir avec vous. Bon, il s'agit du mythe, mythe littéraire et mythocritique. Deuxième point, le mythe de Pygmalion. Ensuite, nous allons voir, comme troisième point, le personnage principal de l'œuvre de Zola, qui s'appelle Claude Lantier, mais nous allons voir comment il est l'envers de Pygmalion. Et en fin de compte, nous allons voir une synthèse. Bien. Donc, pour ne pas répéter ce que vous connaissez déjà, je tiens quand même à le dire. Un mythe est une construction imaginaire, récit, représentation, idée, qui se veut explicative de phénomènes cosmiques ou sociaux, et surtout fondatrice d'une pratique sociale en fonction des valeurs fondamentales d'une communauté à la recherche de sa cohésion. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de cette première définition simple du mythe? C'est que le mythe est un élément oral qui permet la cohésion d'un groupe. Comme on l'appelle, un mythe est le ciment du groupe, parce que chaque groupe a des représentations vis-à-vis du monde et des interrogations concernant le cosmos, la création, la mort, la maladie, beaucoup de choses. Et pour répondre à ces questions, ce n'est pas que chacun répond tout seul, mais il y a une pensée collective qui nous donne une représentation sous forme d'un mythe, d'un conte, d'une légende, etc. C'est-à-dire d'une forme brève, comme l'appelle André Yols. Donc, ce mythe, c'est une construction imaginaire. Bien. Et, bien évidemment, quand on passe à la notion du mythe littéraire, ce n'est pas la même chose, parce que le mythe, c'est une construction collective, générale, orale, anonyme. Or, le mythe littéraire, qui est avant tout un mythe, mais qui devient mythe littéraire grâce à la littérature, parce qu'il est repris par la littérature. Et c'est là où il devient mythe littéraire. Donc, quand on lit un roman, un poème, une pièce de théâtre, évidemment, il y a beaucoup de mythes qui sous-tendent la création. Et ces mythes, parfois ils sont latents, parfois ils sont patents. Et vous n'avez qu'à voir, vous le connaissez peut-être, c'est le livre de Pierre Albouy qui s'intitule « Mythes et mythologie dans la littérature française ». C'est un livre qui traite du devenir du mythe occidental depuis, c'est-à-dire la mythologie gréco-romaine, jusqu'au XXe siècle. Mais surtout, ça commence avec la littérature française, occidentale en général, et française plus particulièrement. Et c'est là où Pierre Albouy étudie les avatars, les transformations des mythes à travers les siècles. Et cette renaissance du mythe dans la littérature nous donne ce qu'on appelle mythe littéraire. Passons maintenant à la mythocritique. Bien évidemment, quand on dit mythocritique, on pense à Gilbert Durand, le père fondateur de la mythocritique. Dans son livre, ou dans ses livres, mais notamment, le livre fondateur également, c'est Les structures anthropologiques de l'imaginaire. Ensuite, dans un autre livre, Figures mythiques et visages de l'œuvre, et d'autres livres qui vont suivre. Dans ces livres, et Pierre Brunel aussi, Daniel Chauvin, Philippe Walter et d'autres, montrent que la mythocritique est une méthode de la critique littéraire inspirée bien évidemment
de la psychocritique. Et quand on dit la psychocritique, on pense automatiquement à Charles Morand, dans son livre « Métaphore obsédante au mythe personnel ». Et si Charles Morand a travaillé sur le poète, l'écrivain, l'individu et son inconscient dans la création, Gilbert Durand part de ce postulat de base, mais élargit le champ et travaille sur la communauté. C'est là où il a adressé une critique un tout petit peu acerbe à Charles Morand en lui disant que impossible de parler d'un mythe personnel. Il n'y a pas de mythe personnel, mais il y a un mythe collectif. Passons. Donc la mythocritique, sur la base de la psychocritique, tout en s'en éloignant après, est un relevé de mythèmes. Les mythèmes, c'est comme les culturèmes, c'est-à-dire de petites unités de la culture, mais les mythèmes, ce sont de petites unités du mythe, qui sont redondants, qui reviennent parfois, comme les appelle Charles Morand, ils sont obsédants, parce qu'ils reviennent dans l'œuvre d'un écrivain, d'un poète, d'un dramaturge, et souvent de manière inconsciente. Et comme ce qui revient doit nous avertir de la présence d'un thème obsédant, alors Gilbert Durand s'arrête sur cette question de la redondance, la répétition, l'obsession. Alors, pour Gilbert Durand, ce qui se répète, ce qui est redondant, c'est généralement, ou ce sont généralement, des terreurs, des angoisses, des peurs, des inquiétudes de la société, et qui reviennent sous forme de mythes. Bien évidemment, il y a d'autres formes qui reprennent ces angoisses, la peinture, le cinéma, l'architecture, mais en ce qui concerne ce cours, on s'arrête bien évidemment sur la notion du mythe qui revient. Donc, ces terreurs, ces angoisses d'une époque donnée, Gilbert Durand les appelle les terreurs d'une génération culturelle, c'est-à-dire que chaque époque connaît une génération culturelle, ce qu'on pourrait appeler courant, ce qu'on pourrait appeler mode, mais en gros, il s'agit d'une génération culturelle qui traduit ses inquiétudes, ses angoisses, ses peurs, ses aspirations, ses terreurs par le retour au mythe. Et c'est dans ce sens que Gilbert Durand, c'est-à-dire pour faire le lien avec le texte littéraire, nous dit cette phrase célèbre que je considère personnellement comme un théorème, comme une base. Le mythe serait le schéma matriciel de tout récit. Les choses sont claires. Pour Durand, comme pour tous les mythologues et les mythocritiques, chaque texte littéraire contient un schéma mythique ou plusieurs schémas mythiques sous-jacents. Et c'est au lecteur de faire ce que Gilbert Durand appelle la chasse au mythe, c'est-à-dire découvrir la proie qui se cache dans les bois. Pour Daniel Chauvin et Philippe Walter, des amis de Gilbert Durand, dans un livre très célèbre, Aspect de la mythocritique, ils disent que le postulat de la mythocritique est de tenir pour essentiellement signifiant tout élément mythique, patent ou latent. Alors faisons bien attention. Le mythe n'est pas toujours manifeste. Il est parfois caché, dissimulé, inconsciemment souvent. Parfois, il est clair. Il vous dit, voilà, je suis là, grâce à un titre, à un objet, à un décor. Bien. Alors, maintenant, après cette petite introduction méthodologique, ou comme aime à l'appeler Gilbert Durand, mythodologique, je passerai à relire, à une relecture du roman de Zola, l'œuvre, à travers la mythocritique. Mais je vais essayer de faire rapide, mais je vais essayer de condenser un peu le cours. Alors,
Pourquoi j'ai choisi le mythe de Pygmalion? Tout simplement parce que dans ce roman d'Émile Zola, l'œuvre, il y a un créateur. C'est Claude Lantier, un peintre. Bien. Alors, tout d'abord, le mythe de Pygmalion, c'est ce sculpteur chypriote qui s'est détourné des femmes de son milieu, de sa société, à cause de leur vanité, de leur pratique, et il s'est voué à l'art. Et comme il s'ennuie, comme il a voulu de la compagnie, il a créé sa Galatée, une femme en marbre. Et pendant une fête de l'amour, présidée par Vénus ou Aphrodite selon les cultures, il a demandé à Vénus d'insuffler la vie dans sa créature, sa sculpture, cette femme qu'il a sculptée. Évidemment, Vénus va insuffler la vie dans cette statue. Et voilà, elle est devenue femme. Alors maintenant, quel est le rapport avec Claude Lantier? Claude Lantier, bien sûr, c'est des siècles et des siècles après. Il s'appelle Claude, il ne s'appelle pas Pygmalion. Mais quelle est, si vous voulez, la splendeur de la mythocritique? C'est de ne pas trouver des similitudes mathématiques exactes, mais des liens, des fils d'Ariane qui nous mènent vers le mythe fondateur. Quand on lit le roman de Zola, on découvre que Claude Lantier est un personnage, quoique avec ses amis, mais presque, il a une tendance à la solitude, à l'isolement. Il a une tendance à créer, à être seul dans son atelier. Et son rêve était de créer un portrait d'une femme. Et pour cela, il a fait venir dans son atelier plusieurs poseuses. Donc là, on comprend que cette femme que Claude Lantier veut peindre, elle est la somme de plusieurs femmes. C'est la femme avec F majuscule, la femme dans laquelle il veut mettre tous ses désirs, ses aspirations, etc. Bon, c'est une représentation. Mais souvent, peut-être en nous appuyant sur ce qu'il avait dit à Christine, la jeune fille qui a débarqué à Paris 2 heures du matin, pendant un matin pluvieux. Donc, il l'a trouvé devant la maison de sa porte, Claude, et il lui dit, « Mais, madame, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous venez pour moi? Est-ce que c'est exprès que vous êtes là? Est-ce que vous voulez m'avoir ?» Donc, il est toujours dans la méfiance. Donc, en général, moi je vous donne ici que quelques éléments. En général, c'est un personnage qui a des distances avec la femme. Donc là, on comprend que, pareil à Pygmalion, il se détourne de la junte féminine sociale, de la société, et il est plutôt dans l'art de la création de la femme. Il a créé cette femme, mais elle reste inachevée, parce que la tête manque. Il n'a pas su peindre la tête. Et nous n'allons pas entrer dans les détails. Ce que pourrait signifier la tête de la femme. D'ailleurs, et curieusement, il habite dans la rue qui s'appelle la rue de la femme sans tête. Allez comprendre ce que ça pourrait signifier, ce que ça symbolise, toute cette absence de tête chez la femme. Est-ce un désir de lui couper la tête? Bon, là, les choses se compliquent, mais on ne va pas s'y arrêter. On passe directement à cette notion de mythe. Donc, Claude Lantier, c'est un Pygmalion moderne, avec toutes les réserves possibles, parce que la beauté, la splendeur, comme j'ai dit, de la mythocritique, n'est pas d'appliquer trait par trait le mythe à un texte. On va voir comment. Donc, il a une attitude pareille à Pygmalion à l'égard de la femme. Il crée la femme au lieu d'aimer la femme réelle, mais contrairement à Pygmalion, il demeure dans l'inachevé. Il n'a pas pu peindre son tableau. Là, je me pose la question. Avant,
c'est-à-dire dans le mythe de Pygmalion, du temps c'est-à-dire du temps de Pygmalion à Chypre, il y avait Vénus, ou Aphrodite, la déesse de l'amour. Alors, à travers les siècles, nous savons bien que la religion va remplacer le paganisme. Donc, les dieux païens ne sont plus. Donc, est-ce cette absence de Vénus, est-ce cette absence de cette déesse qui fait que Claude n'arrive pas à peindre la femme, n'arrive pas à insuffler la vie dans ce corps sur une toile? Ce sont des questions. On peut dire qu'il s'agit de mutation. Il s'agit de mutation, c'est-à-dire il s'agit de changement, de métamorphose concernant cette question du mythe. Donc le mythe, on ne le trouve pas de manière très automatique, ou plutôt, disons, mécanique. Non, le mythe change. Et c'est ce qu'on appelle les avatars du mythe. Donc, nous ne sommes pas obligés, lorsqu'on parle de mythocritique, nous ne sommes pas obligés de trouver forcément le schéma mythique originel dans un roman, dans un poème ou dans un texte de théâtre. Non. On peut trouver juste un élément, une étincelle qui doit nous conduire vers le mythe. On peut trouver un nom, un objet, une date, un trait. Mais là, nous devons être attentifs à cette présence des mythèmes qui nous alerte et nous dit quelque part, il y a un mythe. Donc, pour résumer un tout petit peu cette question de pygmalionisme chez Zola, d'ailleurs, on peut trouver cette notion du pygmalionisme non uniquement chez Zola, mais c'est-à-dire dans tout, presque, les textes littéraires où il est question de création. Peut-être Balzac, dans le chef-d'œuvre inconnu, Maupassant, dans le Fort comme la mort, Flaubert, dans l'éducation sentimentale, le peintre pèlerin, parce qu'on sait bien que le XIXe siècle, le roman spécialement du XIXe siècle, était vraiment un dialogue entre l'art et la littérature. Et Émile Zola nous montre un pygmalionisme à l'envers. C'est un Pygmalion mélancolique et qui va finalement se suicider tout près de son œuvre inachevée. Bien, alors, là, pour la synthèse, je reviens à la notion du mythe littéraire. Alors, la littérature et le mythe. Là, une petite question. Que saurait-on d'Ulysse sans Homère? Cela montre, enfin cette question, nous montre que le mythe a toujours été littéraire, parce qu'on n'a pas connu le mythe oral, mais nous l'avons connu à travers l'Iliade, l'Odyssée, Métamorphose d'Ovide et d'autres œuvres littéraires grecques. Donc le mythe a toujours été littéraire. Et si l'on revient maintenant au XXe siècle, l'on découvre que après la Deuxième Guerre mondiale, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, et avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un retour massif de mythes, et notamment le mythe d'Édipe. Donc il y avait un retour en force de ce mythe. Et cela corrobore ce que nous avons dit au début, c'est que le mythe littéraire réapparaît pendant les moments de crise, d'angoisse spirituelle, existentielle. Donc, ce mythe est revenu grâce aux plumes de plusieurs dramaturges surtout, parce que là, il faut faire attention, c'est surtout grâce à des dramaturges, comme d'autres mythes aussi qui étaient de retour.
Et cela montre que cette guerre qui a fait naître des terreurs, des angoisses, des interrogations, a aidé, ou plutôt a conduit les écrivains à revoir le mythe. Reste une question. Le retour au mythe, est-il conscient ou inconscient? Et quand on écrit ou quand on réécrit un mythe, sommes-nous conscients de la chose ou nous ne le sommes pas? Là, Gilbert Durand et d'autres nous montrent que, en effet, souvent, l'opération se passe au niveau de l'inconscient, parce qu'il s'agit d'un imaginaire humain, d'un imaginaire collectif qui traduit des inquiétudes, des angoisses, et souvent, cela passe à un niveau de l'inconscient, mais qui se traduit dans l'œuvre. C'est pour cette raison que la mythocritique est une discipline à laquelle il faut donner beaucoup d'importance, en ces moments de crise aussi, pendant cette crise que nous vivons, et dans tous les temps. Bien. Donc, résumons pour dire que la mythocritique, c'est une pratique qui vise à interroger le texte à travers un mythe. Forcément, cela nous pousse à dire que dans chaque texte littéraire, il y a un mythe ou plusieurs, et à nous de les dénicher. Bien. Au revoir. Merci de votre attention.